bonjour à tous, bienvenue sur le salon COSI du CNCH à l'occasion de ce congrès où j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Denol. Bonjour Thierry. Bonjour. Nous allons parler automesure, MAPA, mesures de consultation. Vous avez fait une présentation au groupe hypertension artérielle. Alors, que conseillez-vous parmi ces différentes mesures ? Les trois. Les trois, de manière très claire. La mesure de consultation, comme Xavier Gérard l'a montré, en fait, chez l'hypertendu, ça devrait quasiment plus exister, quoi. Ça sert s'il a un accident de la route, s'il il a un AVC, une dissection de l'aorte. On ne va pas, bien sûr, faire une automesure ou une MAPA. Le problème n'est pas là. Mais en consultation. Mais en consultation, décider de débuter un traitement. Imaginez, on vous trouve de la pression artérielle aujourd'hui sur une mesure et on vous dit, vous allez commencer un traitement antihypertenseur, c'est à vie. Alors vous dites d'abord à vie. Ensuite, vous allez voir votre assureur parce que vous aviez un prêt pour la maison. On vous dit, attendez, vous avez un traitement antihypertenseur sur prime. Donc, ce n'est pas une décision qu'on prend comme ça, quoi. C'est, à mon avis, ça nécessite d'être sûr de soi en tant que médecin pour dire à un patient, surtout lorsqu'il est jeune, de lui dire il va falloir débuter un traitement antihypertenseur à vie. J'ai l'impression, pour vous avoir bien écouté, que la tension de consultation, c'est un peu comme les dédimères. C'est-à-dire, quand c'est normal, entre 10 et 13, on est content. Mais quand c'est en dehors de ces valeurs-là, il faut aller plus loin, clairement. Eh bien, exactement. C'est un très bon résumé. Et effectivement, je pense que c'est intéressant en tant que dépistage, urgence, comme on a dit, autre motif de mesurer la tension, voilà. Mais alors, qui prend la tension aux deux bras aujourd'hui en France ? En proportion, on a une idée ? Pas grand monde. Sans doute pas grand monde. On a eu une grande discussion tout à l'heure sur l'intérêt de prendre la mesure aux deux bras. Je pense que c'est important de le faire une fois dans la vie du patient. Oui. Voilà. Parce que effectivement, on a tous des patients qui sont athéromateux, qui ont des sténoses sur les sous-clavières ou qui, Xavier Gérard en parlait tout à l'heure, dans le Maghreb, il y a le Takayasu, je veux bien. Voilà, donc il y a des cas rares il a dit 2 pour 1000. Il peut y avoir un problème d'anisottension. Et c'est intéressant parce qu'on sait que les patients qui ont eu une anisotension sont à haut risque cardiovasculaire. Pourquoi ? Bien sûr, ils sont athéromateux. Une vraie anisotension. Oui. Parce qu'ensuite, il y a la notion, si on commence par le bras droit, voilà. Souvent, ça va être, ou par le bras gauche, souvent le premier bras est plus haut que le deuxième. Exactement. C'est juste la conséquence. L'intérêt, théoriquement, de prendre en même temps les deux bras. Oui, d'accord. Alors, les appareils à poignet nous posent des soucis. On a beaucoup de gens qui arrivent, ils ont acheté un appareil à poignet, ils ont l'impression d'avoir investi un petit peu. Et puis finalement, on leur dit que ces valeurs ne sont pas fiables. Alors, ce n'est pas qu'ils ne sont pas fiables, d'abord. Ces appareils au poignet, un appareil d'automesure doit avoir une double validité. Il y a le marquage CE, qui est le marquage industriel, et il y a le marquage métrologique. Donc, le marquage CE, tous les appareils l'ont. Le marquage métrologique, il y a peu d'appareils qui l'ont. Et donc, les appareils au poignet, il y en a beaucoup qui sont homologués au point de vue métrologique, mais dans des conditions très particulières. Donc, moi, je vous essaierez la semaine prochaine de prendre votre pression artérielle avec le bras comme ça, le bras sur votre genou, le bras croisé ou le bras comme ça. Alors vous allez dire, la référence c'est le bras sur l'épaule parce que c'est au même niveau que le cœur. On a fait une étude en montrant que en faisant comme ça ou huméral, il y avait une différence. C'est que la meilleure solution, c'était bras croisés. Voilà. Donc finalement, ce n'est pas tant l'appareil qui pose problème, c'est la manière de l'utiliser au niveau du poignet. Exactement, c'est la manière de l'utiliser. Et puis, effectivement, si vous mettez l'appareil pas bien d'un côté ou de l'autre, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Si vous avez l'appareil avec le bras qui est soutenu ou pas le bras soutenu, vous aurez des différences. Donc vous vous rendez compte, la pression artérielle, déjà un paramètre hyper variable. Si vous commencez à demander au patient, vous l'avez pris comment ? Comme ça, comme ça, le bras soulevé, le poing serré ou la main. Il n'y a pas une catégorie de gens pour qui ça peut bien marcher, je ne sais pas, des gens jeunes. Est-ce que les gens âgés, par exemple, ont des artères radiales non, plus rigides ? Non, ce n'est pas tellement ça, c'est l'obèse. Ah oui, l'obèse. L'obèse, ça peut être une bonne solution parce que
vous n'aurez pas des résultats où l'appareil ne réussira pas au niveau brachial. Ils ont des bras coniques Voilà. un peu. Et en plus, ils ont des bras coniques, hein, et avec une mesure radiale. Donc, je vous le redis, en prenant la pression artérielle, les bras croisés, et en déclenchant comme ça, eh bien, vous avez des résultats qui sont à peu près fiables. Alors, vous êtes un fervent promoteur de la mesure de consultation dite répétée. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça fonctionne? Alors, la mesure répétée, c'est la plus ancienne. Puisque avant l'automesure et la MAPA, si vous reprenez les recommandations très anciennes, avant 90, on vous disait, avant de mesurer, de débuter un traitement, il faut revoir le patient 3 fois dans un délai d'1 mois pour décider si oui ou non vous devez débuter un traitement antihypertenseur. Oui, c'est vrai. Voilà. Depuis, on a eu des études cliniques qui ont utilisé une nouvelle technique qui est cette mesure répétée. Alors cette mesure répétée, bon, c'est pas facile à la mettre en place, c'est ça. Il y a une logistique autour. Parce que ça demande une logistique qui est certaine. Alors c'est quoi cette logistique? C'est dire au patient, vous allez être dans une salle, au repos, 5 minutes au repos. Et puis ensuite, on va vous prendre votre pression artérielle 3 fois de suite. Et moi, je ne serai pas dans la salle. Et puis, je vais rentrer dans la salle et puis on va faire la consultation. Alors, vous voyez déjà, vous dites, ok, d'accord, donc il me faut un appareil qui se déclenche tout seul, avec 5 minutes de repos, puis ensuite 3 mesures spontanées, une salle dédiée. C'est un peu compliqué votre truc. Alors oui, c'est vrai que c'est compliqué pour un médecin libéral. C'est même, c'est compliqué. Il faut avoir 2 pièces de consultation. Bon, voilà. Maintenant, moi je pense que un centre, et nous là, les centres hospitaliers, c'est le congrès des centres hospitaliers, eh bien moi je vous pousse à faire des blood pressure cliniques sur toute la France. C'est pas compliqué de vous affilier à un centre d'excellence et de demander le blood pressure clinique. Eh bien, pour le blood pressure clinique, il faut avoir une bonne consultation d'hypertension. Et au lieu de faire une consultation qui finalement n'est payée rien du tout, ou avec un électro, une CSC, voilà, puisque vous ne faites même pas d'écho forcément, donc le directeur de l'hôpital, il ne va pas être très heureux. Eh bien, c'est l'hôpital de jour. On bascule sur l'hôpital de jour. Alors, en hôpital de jour, eh bien, ça marche très bien. Donc, il faut plusieurs intervenants. Il faut plusieurs intervenants pour que ça soit homologué. Un mot, combien de temps vont rester les patients? Parce que si on leur dit vous allez passer 5 heures à l'hôpital pour voir si vous êtes hypertendu et apprécier votre niveau d'hypertension sans même avoir, parce que ce n'est pas encore l'heure, fait le bilan étiologique, quel est le meilleur ratio? Où est-ce qu'il faut mettre le curseur? Alors, et quels doivent être les intervenants qui vont participer à ça? Qu'est-ce que nous on fait à l'hôpital à Saint-Malo? Eh bien, on voit à peu près 4 patients dans la demi-journée, dans la matinée. D'accord? Alors, ça fait 4 hôpitaux de jour pour l'hypertension artérielle. Donc, d'abord, l'hôpital n'est pas Donc, il faut inintéressant. Il faut suffisamment de choses pour que ce soit accepté. Voilà. Alors, comment ça se passe de manière concrète? D'abord, l'infirmière récupère les données qu'on a envoyées au patient qui a pris son rendez-vous. Alors, il arrive avec son bilan biologique, il arrive avec tout un questionnaire qui est en fait votre consultation, l'ancienneté de votre hypertension, les autres facteurs de risque, les antécédents personnels, les antécédents familiaux, les symptômes, le questionnaire. Mais ce n'est pas une IPA, une infirmière. Non, mais ce n'est pas une IPA. D'accord. Ensuite, elle installe le patient et fait ce que je vous disais. Une préconsultation. Une préconsultation. Et puis avant de faire ça, elle va demander au patient de ramener son appareil d'automesure et de faire une série d'automesures avec le patient et de vérifier son appareil d'automesure. Vérifier son appareil d'automesure, ça ne veut pas dire prendre la pression artérielle avec le patient pour vérifier qu'on a le même résultat. Oui. C'est voir comment il l'utilise. Mais de vérifier que l'appareil est homologué, que le patient le prend bien. Voilà. Un peu comme les diabétologues font avec leurs patients. Exactement. Mais attendez, on a du retard. Et on copie les diabétologues avec plusieurs années de retard. Bien sûr. Ça, c'est certain. Vous faites ça depuis combien de temps dans votre centre ? Ça, de manière claire, on commence, l'infirmière fait ça prend quand même pas mal de temps pour une infirmière. Ça prend, une bonne demi-heure, 3 quarts d'heure. Ensuite, vous avez votre consultation.
Avant, elle vous a fait l'électro, elle vous a fait la bandelette dans les urines, elle a récupéré tous les éléments. Vous faites votre consultation, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis après, le patient voit la diététicienne. Ok. Et là, vous avez tout. Ouais. Tout pour bien prendre en charge le patient. Il n'y a pas d'écho ce jour-là? Alors après, éventuellement, ce qu'on peut faire, nous, c'est que éventuellement derrière, on pose une MAPA dans la foulée. Ah ouais. Donc ça, c'est pas mal. Éventuellement, bien sûr, vous pouvez faire une écho cardiaque. Ça apporte aussi des renseignements importants. Okay. Je pense mais pas se lancer ensuite dans le bilan étiologique. On pourra reparler du bilan étiologique. Mais dans le bilan étiologique, c'est pas le lieu. C'est pas le jour. Ouais, c'est pas le jour, c'est pas le moment. C'est pas le Absolument. bon moment. Là, vous êtes, c'est le premier contact avec votre patient, hein, donc c'est pas valable si vous le faites revenir régulièrement. Là, vous repassez sous la forme de consultation. Mais pour un premier contact, je crois que c'est très important ça. Écoutez Thierry, merci beaucoup, c'était très instructif. Je pense que ça va donner des idées aux gens qui font de la consultation dédiée d'hypertension artérielle, dans des blood pressure cliniques notamment, où ils sont souvent en consultation standard. Et ça devrait donner des idées et je vais en parler moi dans mon centre hospitalier, clairement. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et je vous vraiment conseille de lancer votre blood pressure clinique. Voilà. Merci. Au revoir.